Je ne sais pas pour les autres pays d'Afrique, mais au Cameroun, je vois avec les enfants de mes cousines, mes cadets et tout, ils ont ce problème. Ils vont à l'école sans réfléchir. Et c'est quand ils ont le bac, ça les surprend. Ils se demandent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, mais pourquoi je te pose la question maintenant? Tu savais que tu étais en terminale ou bien tu pensais que tu allais rater ton examen? Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Racine à réussite. Votre émission produite par le média BA, un média 100% africain, 100% inspiration et 100% vision. Je m'appelle Emmanuel. Je m'appelle Ange et dans cette émission, chaque mois, nous vous emmenons à la rencontre de ces personnes qui, partout à travers le continent, investissent les industries du divertissement, de la tech, de l'agroalimentaire et de l'artisanat. Dans Racine à réussite, c'est une émission qui se veut facile à comprendre et pleine de bonne humeur pour vous fournir à toutes et à tous des méthodes concrètes pour créer des entreprises durables et pérennes sur le continent en tant que jeunes. Nos invités vous partageront leurs procédés, de l'idéation au lancement, à la recherche de financement et bien plus encore. Installez-vous confortablement, générique. Pour ce deuxième épisode, nous sommes ravis de vous savoir avec nous pour recevoir Madame Anaïs Tienda, une entrepreneure dont le parcours est à la croisée de plusieurs de nos thématiques. On ne vous en dit pas plus, accueillons-la ensemble. Ah, là, c'est bon. Parfait. Vous nous entendez bien? Oui, je vous entends bien. Super. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre. Du coup, on aura plusieurs parties. La première, c'est graines d'enfance. Le but, c'est vraiment de comprendre et de vous interroger sur comment vous avez grandi. Par la suite, nous avons graines d'idées. C'est de comprendre et de voir comment vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez su détecter cette idée, ce petit truc que les autres ne faisaient pas ou vous lancez même si les autres le faisaient et pourquoi. Et donc ensuite, on a L'enracinement. Voilà, merci. Ensuite, on a l'enracinement. Le but, c'est de continuer un peu à nous parler de ce projet que vous menez, de comment vous le faites vivre, de quels sont vos défis surtout. Et ensuite, on a à l'ombre du succès. Et donc voilà, je peux te laisser finir. À l'ombre du succès, c'est faire l'état de la situation actuelle, savoir vous de votre côté comment ça se passe actuellement. Entre l'enracinement et à l'ombre du succès, on va faire une petite pause. L'idée, c'est de rendre l'émission un peu plus dynamique. Donc il faut dynamiser l'émission avec un moment ludique qu'on fera. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, bonjour et merci pour l'intérêt. Je suis d'autant plus flattée parce que j'ai deux jeunes et jolies dames. Ce n'est pas courant de nos jours, donc franchement, votre initiative est à féliciter. Moi, je m'appelle Anaïs Tienda, je suis camerounaise. Je vis au Kenya depuis, j'entame ma 4e année. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup d'expériences, mais à la base, disons, j'ai un background de communication. J'ai une agence conseil en communication et marketing digital au Cameroun, mais heureusement que j'ai un co-owner qui assure les rênes parce que depuis peu, je suis au Kenya, mais ça continue à tourner. Et ici au Kenya, mon nouveau bébé, c'est Kenya for You. Très bien. Enchantée. Vous êtes au Kenya, mais vous avez dit tantôt, vous vivez au Cameroun et de nationalité camerounaise. Oui, de nationalité camerounaise. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre enfance au Cameroun et du cadre dans lequel vous avez grandi? Alors, je suis fille unique. J'ai 2 grands frères. Et disons, pendant longtemps, j'ai été un garçon manqué. Parce qu'il fallait que je m'impose. Étant la dernière, on ne voulait pas forcément jouer avec moi. Donc, il fallait que je m'impose pour pouvoir être acceptée par la fratrie. J'ai eu une enfance très heureuse parce que jusqu'aujourd'hui, avec mes frères, on a une relation assez fusionnelle. On passe tous les dimanches, on peut faire 2-3 heures au téléphone. Ma mère, on s'appelle tous les jours. J'ai la chance d'avoir aussi encore mes 2 parents en vie. Ils ont 73 et 74 ans. Donc, vraiment, enfance dans un quartier de Yaoundé, Biémassi, pour ceux qui connaissent. Mes parents sont enseignants. Ma mère, à la retraite, ma mère était inspectrice de pédagogie et mon père, professeur de philosophie. Ok, très bien. Juste pour approfondir sur ce sujet-là, est-ce que, du coup, vos parents, ils étaient enseignants, donc il y a déjà une certaine importance accordée aux études. Est-ce que, du coup, vous étiez plutôt encadré sur ce point? Oui, mon père, au début, il voulait que je fasse droit. Il aurait voulu que je sois avocate, mais c'était pas mon appel, quoi. Donc, c'était très difficile, justement, après le bac. Déjà, j'ai fait une école catholique, le collège Vogue, de 6e en terminale. J'étais déléguée spirituelle, donc assez posée, quoique. Beaucoup de mes camarades, après, la suite logique, quand tu as Vogue, c'est soit tu pars hors du Cameroun, soit tu vas à l'université catholique. Moi, je ne voulais pas l'université catholique parce que je me suis tapé le catholicisme depuis la 6e jusqu'en terminale. Je voulais la liberté, je voulais goûter un peu à ce qui se passait dans ce que je voyais mes camarades faire.
Et puis, je me suis dit, OK, ma mère m'a dit, tu vas faire le concours de la Cato. Mais comme elle était très occupée, elle n'a pas veillé. Moi, je suis pas allée m'inscrire. Et après, je lui ai seulement dit, j'ai échoué. Parce que je voulais vraiment pas y aller, quoi. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à SOA. Mais SOA, c'était la jungle. En fait, quand on part d'un collège catholique où on est vraiment très rigoureux, très pointilleux et tout, et qu'on se retrouve dans une jungle de laisser aller, où on fume, on boit, on couche, au bout de même pas 6 mois avant la fin du premier semestre, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit non, je crois que tu vas me payer si je reste ici là. Elle me dit mais comment ça, on a déjà payé la chambre, et puis bon, je crois que c'est toujours pareil, on paye à l'année, donc c'est pas au mois. Donc elle me dit mais on a payé l'année, qu'est-ce qu'on va faire? Je lui dis mais qu'est-ce qui est plus important, perdre ta fille ou perdre l'argent que tu as payé sur l'année, quoi? Parce que si je reste ici, tu me récupères pas. Donc c'est comme ça que j'ai quitté SOA pour repartir sur Yaoundé. Et là, il fallait que je voie à peu près ce que je pouvais faire, parce que on a un problème d'orientation. Aujourd'hui, vous avez la chance avec les réseaux sociaux, avec Internet, il y a beaucoup d'informations à votre disposition. À l'époque, c'était pas ça. Je savais pas exactement ce qu'il fallait faire après le bac. Donc du coup, j'ai pas eu vraiment d'orientation après le bac. J'étais un peu perdue. Il fallait que je me pose des questions sur quelles sont les qualités que j'ai, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que je peux faire. À ce niveau, il n'était plus possible de pouvoir aller à l'étranger, donc il fallait que je reste au Cameroun. Je me suis dit, ok, d'accord. Par chance, moi, je pense beaucoup que je suis très chanceuse. Je crois que j'ai une belle étoile, j'ai un ange gardien, Wendy, je sais pas comment ils appellent, qui veille sur moi. Il a mis sur mon chemin un ami, un ancien camarade de Vox, justement, qui faisait un stage à la FM 94, à la radio. L'émission s'appelait Les Cops d'abord, et c'était parrainé par une dame, une journaliste qui s'appelle Michel Ngoumou. Donc c'est comme ça que je rejoins leur groupe, et je me rends compte qu'en fait j'ai des aptitudes en communication et j'adore la communication. Donc c'est là où je me dis bingo, il faut que je fasse des études de com. Mais comme j'aime l'argent, après je me suis dit bon, les journalistes là, ils gagnent combien au fait? C'est là où je me suis dit non, écoute, j'aime la com, mais il faut que je voie un truc, une valeur ajoutée que je peux avoir, parce que les journalistes qui gagnent bien leur vie, ils sont pas très nombreux. Mais pourtant, tu peux faire la com et gagner beaucoup d'argent si tu t'organises, si tu t'orientes plutôt vers la publicité ou la communication d'entreprise. Donc, c'est comme ça que je décide de faire des études de communication d'entreprise. Et ce qui fait que après, ça m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai pu avoir des stages, des expériences, et puis tout doucement, mon chemin s'est frayé, quoi. Ok, moi j'aimerais bien m'arrêter sur ces éléments-là parce que vous abordez un sujet qui concerne, je pense, beaucoup de jeunes. Vous avez mentionné le fait que la quête du gain, entre guillemets, avoir de l'argent, vous a fait remanier un peu votre profil de journalisme vers communication d'entreprise. Et peut-être, est-ce que vous auriez justement un conseil sur ça? Tout le monde n'est pas éveillé à se dire je peux m'ajuster comme ça. Donc comment est-ce qu'un jeune peut réadapter son profil comme vous avez pu le faire pour le vôtre? Bon, déjà, il faut préciser, je n'avais pas encore commencé les études de communication. Donc, j'étais encore à la phase où il fallait choisir entre m'orienter en journalisme et en communication d'entreprise. Et c'est en faisant les recherches parce que je voulais savoir quels sont les débouchés. Parce que justement, c'est un problème qu'on a, je ne sais pas pour les autres pays d'Afrique, mais au Cameroun, je vois avec les enfants de mes cousines, mes cadets et tout, ils ont ce problème. Ils vont à l'école sans réfléchir. Et c'est quand ils ont le bac, ça les surprend. Ils se demandent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, mais pourquoi tu te poses la question maintenant? Tu savais que tu étais en terminale ou bien tu pensais que tu allais rater ton examen? Je veux dire, déjà, même quand tu es en seconde, tu dois quand même avoir quelques idées, même si ce n'est pas très clair, parce qu'il y a des reconversions professionnelles, mais au moins savoir à peu près ce que tu as envie de faire. Donc moi, je savais ce que je voulais faire, je savais ce que je ne voulais pas faire, et je savais, pour moi, les débouchés, c'était vraiment très important. Et il y a un problème aussi, c'est vrai que comme je dis, j'aime l'argent, mais ce n'est pas l'argent tout de suite, l'argent facile. Parce que c'est souvent aussi un problème que les jeunes ont. Ils vont se dire non, il faut que je fasse un stage dans telle grosse boîte parce que je vais être payé à tel montant. Non, c'est un cheminement. Il ne faut pas seulement voir la finalité, il faut voir le parcours qui va aussi avec. J'étais prête quand j'étais à la CATV. Je n'avais pas un contrat avec FM 94. J'étais dans un groupe de jeunes volontaires qui travaillaient pour un programme radio. Donc, on n'était pas payés. Ouais. On marchait souvent à pied pour y aller, mais c'était la passion. Ouais. Donc, si j'étais juste guidée par l'appât du gain, j'allais me dire non, je ne fais pas ça parce que je ne suis pas payée. Et donc, dans ce contexte-là, comment a émergé une idée entrepreneuriale? Est-ce que c'est venu pendant vos études ou bien vous avez d'abord fini vos études, travaillé et après Ouais. Une fois de plus, je vais encore dire j'aime l'argent. J'ai toujours aimé l'indépendance et l'autonomie financière. Je savais que je veux pouvoir aller m'acheter mon pain au chocolat ou mon yaourt
Aujourd'hui, c'est banalisé quand je vois mes enfants gaspiller, ça me tue seulement. Mais je dis, à l'époque, avoir un pot de yaourt, c'était waouh. C'est seulement quand tu es malade qu'on t'offre un truc pareil. Donc, mais je savais que je pourrais me débrouiller pour pouvoir m'offrir ça sans avoir à harceler mes parents, par exemple. Et il y a quelque chose que j'adorais faire, c'est aller, comment on appelle ça en bon français? Vous voyez les marchés aux puces, là, la friperie. J'adorais aller à la friperie, chercher les fins de série, des vêtements neufs. Et j'ai toujours su avoir une bonne lecture des gens qui m'entourent. Donc, je savais que non, si je prends cette robe ou cette paire de chaussures, ça va plaire à ma copine X, Y. J'achète à tel montant et je revends à tel montant. Donc, du coup, moi, j'étais le bon petit commissionnaire qu'on envoyait. Allez, essaie d'aller me trouver un beau jean, essaie d'aller me trouver un machin. Ça me générait vraiment aucun complexe à le faire. Donc, et je savais qu'en plus, en le faisant, j'allais toujours avoir un 500 ou un 1000 francs en plus. Et puis voilà, quoi. Ma mère me dit souvent que je suis sûre que si toi, on t'envoie au pôle Nord, là, tu vas trouver un truc à faire. Si vous voulez savoir s'il y a un truc à faire dans un pays, envoyez Anaïs, elle va voir. Donc, vous aviez un soutien de votre maman dans ce cas-là? Oui. Elle a toujours été très admirée. C'est ma première fan parce qu'elle, contrairement à ma mère, on est tellement différentes. Ma mère a été fonctionnaire toute sa vie. Elle a peur du risque, en fait. Elle a peur de sortir de sa zone de confort. Donc, du coup, quand elle me voyait faire des choses, la première fois que j'ai démissionné, parce que après, j'ai trouvé un boulot dans une agence de com. J'étais super bien payée à l'époque pour ce poste-là et tout. Très confortable. Ma mère me dit que quand je lui annonce que je vais démissionner, elle me dit, tu vas démissionner. Moi, de toute ma carrière, j'ai jamais eu ce salaire-là. Toi, tu es en début de carrière, tu as ce montant. Et tu dis que tu démissionnes pour aller essayer quelque chose, tu n'es même pas sûr que ça va marcher. Ouais. Donc, mais après, bon, heureusement qu'elle ne m'a jamais freinée et elle n'a pas toujours aussi voulu me communiquer toutes ses peurs. Elle essaie de me mettre en garde, mais sans m'arrêter, quoi. Okay. Donc, quand j'ai eu mon diplôme, ma licence en communication des organisations, il fallait que je trouve un stage. C'était compliqué. Et il y avait ce qu'on appelait le Douala Zoom. C'est comme une sorte d'annuaire de professionnels. Donc, j'ai acheté un Douala Zoom. J'ai essayé de répertorier les entreprises de com ou qui pouvaient avoir un département de com. J'en ai pris 100. Donc, j'ai fait 100 demandes à la main, 100. Aujourd'hui, je vois certains disent, on ne trouve pas le travail. Tu as déposé combien de demandes? 10. Je dis, moi, j'ai déposé 100. Et en plus, à la main, aujourd'hui, vous avez un fichier, vous envoyez par mail, vous ne vous déplacez même pas. Nous, on devait pouvoir prendre un taxi, aller déposer à l'entreprise même, si tu n'envoyais pas ça par mail, quoi. Donc, j'en ai fait 100. Et sur les 100, il y avait juste 3 qui m'ont contacté. Donc, c'était un peu ça. Et puis, j'ai trouvé par chance un boulot dans une agence qui était une des meilleures au Cameroun en communication. C'est Agréé Publicis. Je ne sais pas si vous connaissez Publicis. Ah, c'est Consonote, l'agence? Non. Ça, c'est AG Partner. D'accord. AG Partner, c'était vraiment ma première vraie expérience. Il ne faut pas s'auto-saboter en se disant que non, je n'ai pas le bon profil. Tu envoies d'abord et ensuite on gère le reste, quoi. Et ensuite, il y a eu des hauts et des bas. Je suis allée à MW, toujours une autre agence de com. Et c'est de MW que je démissionne pour me lancer dans ma première vraie aventure entrepreneuriale qui s'appelait Wanda Shop. Juste pour redonner un peu les âges, au travers des différentes phases que vous avez passées, donc que ce soit à la fin de vos études, quand vous avez rejoint AGP Partner, je crois, MW, ensuite quand vous avez démissionné, quand Wanda Shop est venu, juste pour qu'en termes d'âge, on puisse un peu se situer. Alors, est-ce que je retiens tout ça? Là, tu vas me faire passer pour une vieille quand même, quoi. Parce que je crois que, je suis peu sûre, mais je crois que quand j'étais à AG Partner, je devais avoir 23 ans ou 24 ans, je ne sais plus trop. En tout cas, j'avais pas 25 ans, je devais avoir peut-être 24 ans. Je crois que j'ai fait 2 ans chez eux. Après, j'ai eu une période de transition. Je suis repartie sur Yaoundé avant de revenir sur Douala, aller à MW. Okay. Je crois que quand je lance Wanda Shop, je suis à... Il faut peut-être que je fasse les calculs, mais j'ai pas 30 ans, je pense. D'accord. Je crois que quand je lance Wanda Shop, je dois être à 28 ans. D'accord. Je crois que je suis à 28 ans. Wanda Shop, c'était la première plateforme de e-commerce au Cameroun et au Gabon. Ça part de quoi cette idée? Est-ce que mes frères sont partis du Cameroun après le bac. Moi, comme j'étais la dernière et la seule fille, ma mère avait dit non, toi tu es l'enfant qui va rester au pays. Tes frères sont déjà partis, il faut que quelqu'un reste. Donc j'étais entre guillemets la sacrifiée qui devait rester au pays et tout. Mais j'avais quand même la chance d'aller souvent en vacances, les voir. Et quand je partais, je faisais toujours beaucoup d'achats sur Amazon. Amazon et puis les boutiques de déstockage et tout. Donc je revenais au Cameroun avec et beaucoup de gens achetaient, je revendais ce que j'avais acheté. Et je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de commandes. Le déclic réel s'est passé
je n'oublierai jamais le 24 Noël, le 24 décembre, parce que j'avais commandé, j'avais acheté plein de trucs. Et comme je ne pouvais pas ramener tout en bagage accompagné, en main, j'avais fait un fret aérien. Et évidemment, en décembre, on sait que toujours c'est compliqué faire dédouaner les trucs à temps et tout. Mais j'ai eu la chance ce jour, le 24 au matin, le transitaire m'appelle pour dire, OK, finalement, on a pu faire sortir de la douane tes marchandises. Donc, j'ai eu l'impression d'être le Père Noël ce jour-là parce que toutes les commandes étaient là. Il fallait maintenant partir, déposer, livrer chez tout le monde. Ma voiture était pleine de commandes, de cadeaux, de machins. Donc, cette journée-là, en fait, j'ai pris peut-être jusqu'à 18 heures pour livrer tout le monde. Mais après, je me suis dit, mais en fait, je suis le Père Noël. Parce que j'ai pu livrer les cadeaux à temps, bon, avant minuit. Et après, je me suis dit, mais finalement, je peux en faire un business parce que avoir 1-2 commandes en passant, avoir 10 € de marge, c'est pas vraiment intéressant. Il faut peut-être structurer ça et en faire un business. C'est comme ça que j'ai réfléchi. J'ai commencé à chiner de plus en plus, m'abonner sur des rubriques de déstockage, fin de série et autres, proposer des produits à mes copines toujours, hein, c'était ma base. Et puis, j'ai structuré l'entreprise, j'ai créé Wanda Shop. Très bien. Avant de creuser ensuite comment vous avez pu développer, moi j'avais plusieurs points. C'était d'abord vous créez un site de e-commerce en Afrique à ce moment donné là. Juste en termes de temporalité, est-ce que vous pouvez nous dire c'était en quelle année? Alors, c'était quelle année? Je crois que c'était en 2004 ou 2005, je ne sais plus. C'est 2004, il y a longtemps, quoi. Je me souviens plus. C'était 2006. Je ne sais plus. Oui, mais c'était, pour vous dire, c'était avant que Jumia ne vienne en Afrique. Ouais. Avant que Cdiscount ne vienne, c'était vraiment il y a longtemps, quoi. Je me souviens plus très bien. C'était peut-être 2005, 2006. Honnêtement, je n'ai plus la bonne date. Ça fait trop longtemps. Okay, on va dire avant 2010, qui reste déjà assez en termes juste d'œil entrepreneurial. Et j'ai eu tellement de commandes. J'ai eu la chance de tomber aussi sur un partenaire espagnol qui faisait du déstockage de Zara. Dans toutes les marques d'Inditex, en fait. Zara, Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka, toutes les marques. Je crois qu'il y a Oshio, il doit y avoir 6 ou 8 marques, je ne sais plus. Donc, du coup, il m'a introduit. On est allé en Espagne pour pouvoir signer un deal avec Inditex. La contrainte d'Inditex, c'est qu'il fallait prendre en conteneur. Donc, ils ne vendent pas au détail. Et tous les invendus des magasins de Zara dans le monde repartent en Espagne. Donc, ils centralisent tout ça. Ils veulent pouvoir vraiment être sûrs qu'ils ont une bonne gestion de leurs invendus. Mais la contrainte, c'est que les prix sont bas, mais c'est en conteneur. Et un conteneur, à l'époque, il fallait avoir à peu près, je crois, 35 millions de francs CFA pour avoir un conteneur. Ouais. Donc, du coup, j'étais encore dans la vingtaine. Où est-ce que je prends 35 millions de francs CFA? Donc, ce que j'ai fait encore, c'est que j'ai fait appel à ma mère. Oui. On a la chance d'être au Cameroun. Je ne sais pas si vous connaissez les tontines. Il y a beaucoup de tontines, ça fonctionne et ça aide beaucoup de gens. Donc, ma mère, elle a une tontine qu'elle fait avec ses mêmes copines depuis plus de 40 ans, 50 ans. Donc, et c'est vraiment sur la base de la confiance. Là-bas, ces dames-là, elles brassent des montants incroyables, quoi. Et l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin on ne te demande pas les garanties que tu peux pas avoir à cet âge-là, quoi. On ne te demande pas, par exemple, ton titre foncier, tu peux pas avoir un titre, bon, pas que tu peux pas, mais ils sont très rares qui peuvent avoir un titre foncier. Donc, elles se sont retrouvées avec un important volume d'argent, mais n'ayant pas la culture business, elles ne savaient pas comment investir. Donc, ce qu'elles ont commencé à faire, c'est justement aider leurs enfants. Quand un enfant a peut-être besoin d'avoir un argent pour monter un business ou construire une maison, donc c'est comme ça qu'elles utilisaient les fonds qu'elles avaient mis de côté pendant des années d'épargne, quoi. Donc, c'est comme ça que je vais vers elle et que je lui dis, écoute, il me faut 35 millions pour pouvoir acheter un conteneur. Elle me dit, 35 millions! Elle n'a jamais vu un montant comme ça, quoi. En plus, elle me dit, et si tu perds tout ça? Et si on te frappe? Il y a les arnaqueurs, il a dit, non, je suis allée dans leur bureau, c'est quelque chose de sérieux, c'est en Espagne, machin. Donc, elle avait vraiment la peur au ventre. Donc, mais finalement, j'ai pu la convaincre et puis c'est comme ça qu'elle a pu avoir l'argent. Peut-être faire une petite pause parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez dites qu'on a besoin de clarifier pour les gens peut-être qui ne maîtrisent pas le concept. Donc, premièrement, vous avez parlé de tontine et en fait, j'ai envie de demander la confiance. On a vu sur Facebook et plein d'autres réseaux sociaux des cas de fraude. Il a bouffé la tontine. Exactement. Donc, comment est-ce qu'une tontine vous donne 35 millions? Enfin, pour moi, c'est une somme incroyable. Donc, ce n'est pas à moi. Parce que moi, je n'étais pas membre de cette tontine. C'est ma mère qui était membre de la tontine. Okay. Et la tontine, comme je dis, c'est vraiment... Maintenant, ça change parce que, bon...
la jeunesse, la nouvelle génération n'a plus vraiment trop le sens de l'honneur. Oui. À l'époque de nos parents, mais tu ne pensais même pas abuser tes gens, quoi. Le nom, parce que c'est pas des gens riches, mais c'est des gens qui sont fiers et qui ont un nom qu'ils veulent protéger. Vous avez évoqué le fait que vous étiez en contact avec l'Espagne. Comment s'est passée cette mise en contact? Comment vous avez réussi à aller chercher ces partenaires-là qui sont de l'autre côté, on va dire? Comme une fois de plus, je dis la belle étoile. Parce que pour le cas, ce n'est pas moi qui ai cherché, c'est eux qui m'ont trouvé. Parce qu'ils étaient justement aussi en phase d'expansion sur l'Afrique. Parce que des stockages, ils ont plein de stocks. Et comme ils ne veulent pas, on le dit, tuer ou bien dégrader leur marque, ils cherchaient justement à revendre ces produits dans les marchés où leur marque n'est pas commercialisée. En général, c'est ça qui fait souvent en sorte qu'on puisse avoir des produits de marque moins chers, quoi. Donc, un Zara, par exemple, vous allez acheter à Paris, en tout cas en France, à peut-être 35 €. Moi, je pourrais l'avoir à 5 €. Parce que je ne suis pas sur le marché. 5 €? Oui. Mais sauf qu'il faut prendre un conteneur. Ah, oui. Donc moi, mais après le prix à l'unité, ça pourrait être 5 €. Mais parce que je ne suis pas dans un marché où ils y sont. d'accord. C'est eux qui sont venus à vous. Comment vous êtes rendu visible? C'est qu'ils ont entendu parler qu'il y avait une femme. Oui, parce que déjà j'avais lancé une plateforme WandaShop de e-commerce, c'est qui était encore vraiment trop embryonnaire. J'étais trop en avance. Parce que déjà, Internet, l'accès à Internet n'était pas donné comme maintenant. Donc, c'était très facile. Il n'y avait pas une pléthore de contenu comme aujourd'hui. C'est difficile de se démarquer. Avant, tu tapais seulement e-commerce, Cameroun ou machin, et puis tu trouvais ceux qui étaient là s'il y en avait. Donc, c'était très facile pour eux de tomber sur moi. Donc, ils m'ont contacté. Il y a un Espagnol qui est venu au Cameroun. Donc, on s'est rencontrés. Il a visité mes locaux. Il voyait ce que je faisais. Mais comme je dis, je jonglais, quoi. Je ne savais pas, c'est pas structuré. Quand je voyageais pour aller, par exemple, en France, je partais beaucoup à Aubervilliers pour chiner. Je faisais aussi Troyes, la ville de Troyes, parce qu'il y avait plein de boutiques de outlet. Donc, je prenais vraiment les trucs en outlet, en déstockage et tout, quoi. Donc, moi, je le faisais vraiment au feeling parce que je savais pas qu'un autre moyen était possible, quoi. Donc, c'est comme ça qu'il m'a pris la main. Il m'a dit, non, allons, je te montre comment se fait. Il y a un réseau de déstockeurs pour adhérer. J'ai oublié le nom de la plateforme. Il y avait une plateforme où on s'enregistrait quand vous étiez intéressé par le déstockage, soit comme vendeur, soit comme acheteur. Donc, c'est comme ça que je me suis inscrite comme acheteuse et j'avais accès à toutes les offres de stock possibles en Europe. Ok. Bah justement, quand vous avez dit savoir que les produits Zara vont en Espagne, qu'il y a des prix bas à ces endroits-là, que dans la ville de Troyes, vous pouvez chiner, où est-ce que vous avez trouvé l'information sur tout ça? Moi, aujourd'hui, je vis, j'ai pas l'information que si je veux trouver des produits bas prix, il faut aller à ces endroits. C'est que vous avez fait beaucoup de recherches? Pas tant que ça encore, comme je vais dire. Je veux dire, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'informations, donc c'était facile d'avoir la bonne information. Je veux dire, quand on part d'Afrique et qu'on va en Europe pour des vacances et qu'on sait qu'on veut faire plein d'achats pour revendre, on ne va pas forcément aux Galeries Lafayette. On demande autour de soi, OK, où est-ce qu'on peut trouver des trucs moins chers, des stockages de bonne qualité, ou c'est quoi les marchés aux puces? Juste vraiment en posant des questions comme ça autour de moi, quoi. Très bien. Mais typiquement, quand vous êtes parti en Espagne, vous avez financé ça comment? Moi, jeune de, je sais pas, 25 ans, qui, par exemple, a ses parents qui ont une tontine, comment je finance un voyage pour aller en Espagne ou en Estonie? N'oublions pas que je travaillais déjà, parce que j'ai démissionné pour WandaShop. J'avais quand même 1 million de salaire dans l'agence de com où je travaillais. Et à l'époque, quand je lançais, avant, je crois que j'avais qu'un enfant, j'étais peut-être enceinte du deuxième. Donc, du coup, cet argent, c'était pour moi, entre guillemets. Ok, très bien. Donc, financer un voyage pour l'Espagne, c'était pas le plus difficile. Ce qui était difficile, c'est de pouvoir avoir l'argent pour faire venir le conteneur. Est-ce que vous connaissez dans ce cas des voies, peut-être, pour quelqu'un qui n'a pas encore de salaire? Après, ce que je veux dire, chacun fait avec ce qu'il a. Il faut pas se mettre de barrière en se disant que non, je ne pourrai jamais avoir 35 millions, donc je ne commence pas. Non. Ouais. Il y a plein de cas, c'est peut-être pas le mien, mais il y a plein de cas aussi où les gens ont commencé vraiment petits. Et voilà. Par exemple, à Douala, j'avais un ami qui, lui, il faisait comme je faisais avant quand j'étais encore élève. Lui, il partait à la friperie, acheter des produits des fins de série neufs qu'il revendait de bureau en bureau. Donc, il a commencé juste avec un plastique noir à son dos où il passait dans les salons de coiffure. Quand les femmes vont se coiffer, il vient, il présente les habits, il va dans les bureaux et tout. Après, il a eu sa boutique, une première boutique. C'était vraiment un petit truc en bois là et tout. Après, le truc en matériaux provisoires, il a eu une boutique qu'il a conçue en ciment et vitré. Après, il a eu de quoi aller en Chine. Ça a commencé à évoluer. Il a fait la ligne d'Istanbul. Maintenant, il a plein de magasins à Douala.
Je dis, il n'avait peut-être pas eu la même chance que moi de pouvoir avoir accès à un gros financement d'un coup. Ça lui a pris plus de temps, mais il a pu faire son bout de chemin aussi, quoi. Okay. Donc, il faut commencer avec ce que vous avez. Mais le plus important, c'est d'avoir le réseau et le relationnel. Parce que si vous avez des marchandises, mais que vous n'avez pas le profil de client pour pouvoir vous faire de la recette, ce serait dommage, quoi. Okay. Et vous avez dit aussi que, justement, le relationnel, c'est vos amis qui achetaient au tout début. Au tout début, oui. Au tout début, c'est mes amis. Convaincu vos amis, et ça se dit? Ah, c'était facile, c'était moins cher. Donc, elle n'achetait pas forcément parce qu'elle m'aimait beaucoup, hein. Mais elle faisait de belles affaires aussi. D'accord. Okay. Donc, c'est l'argument du produit, la qualité du produit. OK. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Les amis vont t'aider une fois ou deux, mais après, si ton produit est merdique, ils ne vont pas continuer à acheter juste parce que vous êtes amis. Ok. Je pense que du coup, ce serait bien de s'arrêter un peu sur le cycle de vie de ce site-là. Aujourd'hui, là, tout le monde dit le digital, il est en pleine croissance en Afrique. Vous êtes arrivé très tôt. Déjà, je pense qu'on peut déjà questionner, est-ce que pour vous, il y a des insights sur le digital en Afrique que vous pouvez nous donner et que vous pouvez donner à ceux qui vont nous écouter? Alors, moi de l'expérience que j'ai eue, les gens n'avaient pas le réflexe de commander sur le site. Mais ils commandaient beaucoup à travers notre page Facebook. Okay. Donc, ils sont beaucoup réseaux sociaux et WhatsApp Business. Donc, ça marche beau. C'est bien d'avoir un site parce que là, on a tout le catalogue des produits, on a les détails, les prix et tout. Mais c'est toujours ce qui pousse vraiment les ventes, c'est la gestion des réseaux sociaux. Quelle a été la suite pour cette première entreprise? Alors, ça a quand même mis 10 ans. Hein. J'ai tenu bon. Oui, ça a quand même mis 10 ans. Mais en marge de ça, je faisais toujours mon agence de com. Parce que j'ai aussi une agence de com. Donc, en marge de ça, il y a toujours eu mon agence de com. Mais vraiment, j'ai eu la chance d'avoir des clients qui étaient, jeunes cas dynamiques, donc qui avaient un pouvoir d'achat, qui, pour la plupart, achetaient sur Amazon, faisaient livrer chez quelqu'un de leur famille, attendaient que quelqu'un voyage pour ramener sur le Cameroun. Donc, du coup, avec moi, ils n'avaient plus ce problème. Et quand ils faisaient la comparaison des prix des produits, des mêmes marques qu'ils achetaient en boutique quand ils voyageaient, et les prix auxquels moi je vendais, j'étais moins cher. Parce que moi, comme je prenais en volume et que c'est des collections précédentes, c'était des produits neufs, mais des collections précédentes. Sauf qu'en Europe, vous suivez la mode, quoi. Et printemps, été 2000, machin, nous, on s'en fout, en fait. On veut un produit qu'on aime et qui est neuf. Ouais. Donc, même si je viens avec une collection qui date de 2 ou 3 ans, du moment où c'est neuf et que c'est beau, au Cameroun, ça passait. Donc, du coup, ça me permettait d'être vraiment compétitive en termes de prix. C'est comme ça que j'ai eu beaucoup de très bons clients. J'ai beaucoup de femmes qui sont mariées avec les chaussures de Wanda Shop, donc ça me faisait tout le temps un gros plaisir. Donc, j'ai plein de copines qui voyageaient et même de clientes qui voyageaient, mais qui ne se prenaient plus qui ne se dérangeaient plus à faire les achats en Europe parce qu'elles savaient que de toute façon, chez moi, elles avaient de meilleurs prix, quoi. Ok. Et ma dernière question, ça va être, vous avez beaucoup parlé d'une agence de com que vous gériez en parallèle du chinage que vous faisiez sur le côté avec Wanda Shop, mais on n'a pas vraiment parlé de l'origine de cette agence de com, parce que je sais que vous aviez MW, vous avez démissionné, mais d'où sort l'agence de com dans le paysage de ce que vous avez fait? N'oublions pas que j'ai un background de com et que j'ai bossé dans les agences de com. Donc du coup, à un moment donné, ça s'est imposé à moi, quoi, de pouvoir bosser dans la com. Et comme j'avais géré les portefeuilles des clients, en général, ils m'appelaient toujours pour demander si ça. Et je me suis dit, mon mari, il est ingénieur informatique. Et lui, j'ai envie de dire, lui, c'est un génie, quoi. Lui, franchement, c'est quelqu'un qui est super doué et tout. Donc, je me souviens quand je bossais à AG Partner, je gérais le compte de musique, la marque Musique Cameroun, c'est une marque de Heineken. Et ils avaient ce qu'on appelle, ils ont toujours, le concours national de la chanson. Lui, ça s'appelle Music Star. Donc, c'est vraiment un concours qui met en lumière les jeunes talents. Et j'ai bossé sur ce projet, donc j'ai géré ce projet pendant longtemps. Et quand je suis partie de là, je crois 1 an après, je suis retombée sur le chef produit qui me disait, ah ouais, mais vraiment, on a envie d'améliorer. Je vois que tu es beaucoup dans le digital. Ce que tu fais là n'est pas mal. Est-ce qu'on peut pas travailler ensemble pour que tes gars me rédigent souvent des articles aussi pour le concours de la chanson et tout? Et c'est en rentrant, quand je parle à mon mari, il me dit, non, mais peut-être il faut leur faire un site internet. Donc, c'est comme ça qu'on leur propose un site internet. Après, il me dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On va s'occuper de la mise à jour du site. Donc, on crée du contenu pour ce site. Après, on regarde encore le concours. Mais peut-être il faut qu'on le digitalise. Donc, c'est comme ça que je rentre en scène maintenant avec mon agence qui récupère le volet digital de ce produit. Et une chose entraînant l'autre, un deuxième client est venu, un troisième, un quatrième. C'est pour ça. Jusqu'aujourd'hui, l'agence existe. Elle a juste changé de nom.
Au début, ça s'appelait Consonote. Après, c'est devenu Open Solution. Maintenant, c'est Zen Africa. Du coup, vous avez créé votre agence. Comment vous êtes entouré sur ce point-là? Est-ce que vous avez recruté des gens ou vous gérez ça en duo avec votre époux? Non, on a quand même une équipe de plus de 20 staff. Okay. Ça, il faut le dire. Mais déjà, quand on bosse en agence, parce que pour moi, je dis, c'est une vocation de bosser en agence. Quand on bosse en agence, on n'a pas d'heures, on ne compte pas ses heures. Et on s'entoure de personnes aussi créatives, dynamiques et tout. Donc, du coup, ça se fait seul. Quand tu bosses en agence, tu sais exactement si je veux un bon monteur vidéo, il y a telle personne. Si je veux un bon graphiste, il y a telle personne. Si je veux telle illustration, c'est ça. Parce que on peut être employé d'une agence, mais avoir souvent des business en parallèle. Donc, du coup, quand tu fais tes business en parallèle, tu dois pouvoir savoir qui est-ce que j'appelle pour faire telle chose. Après, quand tu montes ton agence, maintenant, c'est plus structuré. Si tu n'as pas les moyens pour pouvoir payer ces gros bonnets, ils peuvent te recommander d'autres personnes. Donc, tout ça fonctionne beaucoup à la recommandation. Donc, c'est ça qui m'a ouvert les portes. Et le choix que j'ai eu, c'était de travailler avec des grosses boîtes. Ces grosses boîtes-là, comment vous partiez les démarcher? Très souvent, on pense que ça marche au pistonnage. J'aimerais bien questionner sur comment vous êtes-vous préparé mentalement pour dire « Ok, je vais arriver, je vais leur faire mon pitch et j'ai la légitimité pour parler avec eux » et juste comment vous avez su qui allait indexer, qui allait contacter, etc. Est-ce que vous avez des conseils à donner sur ce point? Je vais d'abord déconstruire ce que beaucoup disent. Il faut pas forcément être franc-maçon. Je suis pas franc-maçon. Il faut pas être prostituée. J'ai jamais couché avec un client. Donc, il faut pas se dire, c'est vrai que ça existe, je vais pas le nier. C'est vrai qu'il y a certaines entreprises où on te dit que si tu veux qu'on te prenne, il y a le droit de cuissage. Ça existe. Mais ce n'est pas je veux dire, c'est un cas, on veut dire, marginal, quoi. C'est pas la seule voie pour réussir. Mais beaucoup s'accrochent dessus parce qu'ils veulent pas faire d'efforts en se disant que non, je suis pas belle, donc je vais pas vouloir coucher avec, ou bien je veux pas entrer dans les loges. Non, on peut bien réussir sans entrer dans les loges. J'ai écrit à tout le monde, tous ceux qui m'intéressaient, que tu sois le fils du président ou machin. Au pire, tu me réponds pas. Je veux dire, mais je ne commence pas à me dire que non, je ne vais pas passer à me répondre. On sait jamais. Tu as des gars qui, le thème vraiment bouteille à la mer, ils poussent encore trop ça, quoi. Donc, ils envoient même sans faire une première shortlist et tout, de façon très maladroite. Après, ils vont se dire qu'on n'a pas de chance. Non, je crois il y a quand même un process. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir quelles sont les entreprises qui peuvent t'apporter de la valeur. Et puis, tu essaies de contacter. Ce que je remarque, c'est vrai que votre nouvelle génération, elle est différente de la nôtre. Vous, dès que vous finissez les études, vous voulez vous mettre à votre propre compte. C'est bien, mais comme c'est pas bien. Parce que, par exemple, le réseau que j'ai eu, ce n'est pas parce que je me suis lancée directement à mon compte, c'est parce que je suis passée par des boîtes. Ouais. Je dis, mes premiers clients en tant que entrepreneuse, c'est des clients que j'ai eus parce que je les gérais leur compte quand j'étais employée en agence. Et parce qu'ils ont vu ce que je savais faire et qu'ils ont trust. Mais si je venais de nulle part et que j'allais vers eux, je ne suis pas sûre qu'ils allaient me donner cette opportunité-là. Il faut aller dans cette entreprise comme c'était la tienne, te donner vraiment à fond, prendre ce qu'il y a de bon et savoir qu'ok, tu as un plan de carrière, dans 3, dans 5 ans, ça va te servir et ça va crédibiliser ton CV, quoi. Ok, très bien. Après, moi, j'avais juste un point en mode pour parler chiffres. C'était, vous aviez deux agences, vous avez une agence et votre activité WandaShop. C'était en termes de chiffres, quel était leur chiffre d'affaires annuel? C'était pour voir si c'était rentable et si c'était, combien ça brassait, oui. Alors, le chiffre d'affaires de WandaShop, honnêtement, ça fait longtemps, je ne peux plus me souvenir, mais je sais quand même que par mois, c'était au moins dans les mauvais mois, on pouvait faire à peu près dans les 12 millions, les mauvais mois. Après, les périodes de pic, oula! Par exemple, quand j'étais au Gabon, le Gabon, c'était un petit pays. Libreville c'est comme un quartier de Douala. Mais à Libreville, je vendais plus Yaoundé et Douala réunis. Donc, j'ai failli devenir folle à ce moment-là parce que je vendais minimum 1 million par jour. 1 million par jour à Libreville. Mais c'était vraiment de la folie, quoi. C'était de la folie. La différence qu'il y avait à l'époque, je sais pas si ça a changé, la différence qu'il y avait entre les clientes gabonaises et les clientes camerounaises, c'est que les Camerounaises n'aimaient pas partager le bon plan. Souvent, les Camerounais me disaient que, écoute, je sais que tu vends de très belles choses, mais je ne peux pas t'amener mes clientes parce que moi, je dis que mes articles viennent directement de Mbeng. Donc, je ne peux pas montrer où j'achète. Ou alors, quand j'étais chanceuse, elles achetaient, elles allaient revendre à leurs amis. Par contre, au Gabon, quand une Gabonaise venait me faire de la recette,
elle appelait toute sa famille. Souvent, elles appelaient même leur rival en disant que non, si tu sors aussi avec mon gars, il faut que tu sois quand même bien sapé, bien voir. Les caricatures un peu, mais ça allait jusqu'à là, quoi. Au Gabon, dès que tu as une cliente, elle te ramène toute sa famille, tout son réseau. Donc, c'est comme ça que je faisais des ventes de malades. Au Gabon, c'est minimum 1 million par jour. Minimum. Juste pour terminer sur le sujet de WandaShop en même temps que l'agence et embrayer sur le Kenya, j'ai envie de demander, vous avez mentionné que vous êtes fait voler à la douane, que votre magasin a été vandalisé. Pendant la pause inspiration, nous, on discute d'un moment difficile, d'une clientèle difficile, de situations difficiles, un petit Congo ça pour nous donner de la visibilité sur ce qui a été compliqué. Donc, est-ce que vous pourriez zoomer sur ça pour clôturer le sujet de WandaShop et puis de l'agence pour passer ensuite à une petite anecdote qui vous a marqué, qui a marqué votre parcours? Non, peut-être le truc le plus drôle, c'est que, bon, ça n'avait pas trop duré, ça fait moins de 6 ans, moins de 6 mois. J'avais ouvert un restaurant, on appelle ça le Ghost Kitchen. C'était pas un restaurant où les gens venaient s'asseoir pour manger, mais on préparait et on livrait. On lançait des menus par semaine, les gens s'abonnaient et on livrait directement à midi, entre midi et 13h, on livrait à manger dans les bureaux et tout, quoi. Donc, l'anecdote la plus drôle, c'est qu'un de nos livreurs, souvent il s'arrêtait, il diminuait les morceaux de viande dans les plats. Dans les plats déjà. Donc souvent on a des clients qui disent mais vraiment vous venez, les morceaux de viande sont petits. Comme ça remontait très souvent, on se dit mais c'est un peu bizarre quand même ça. Comment est-ce que tu peux dire que le truc est petit alors que nous on sait qu'on a des parts généreuses et tout. Et c'est qu'on demandait ok filmer. À un moment j'ai dit à la serveuse là qui fait les plats, fais des vidéos avant que ça ne parte. Et puis, quand les clients vont revenir, ceux qui se plaignent, on va leur demander de nous envoyer des vidéos avant de commencer à manger, quoi. Donc, c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait, le gars, sur le trajet, je sais pas comment il faisait, mais il picorait dans... Oh, déjà, ce n'est même pas hygiénique. Ouais, en plus, mais justement, j'allais vous demander comment vous avez trouvé quelqu'un qui allait livrer pour vous. Mais là, peut-être qu'on ne voudra pas forcément. Ouais. Mais après, c'était il y a longtemps aussi. Donc, je crois que de plus en plus, il y a plein d'entreprises sérieuses qui se mettent dans la livraison et tout. Oui, ok. Donc, passer par les entreprises. Très bien. Et le sujet de... Peut-être un petit truc comme ça pour WandaShop une fois, ce que je me suis rendu compte, c'est que la première fois que j'ai été victime de cambriolage et tout, on m'appelle là, on me dit ouais, le magasin. Mais ce qui est bizarre, c'est que la porte n'est pas forcée, quoi. Donc, on ne comprend pas. Mais comment ils ont fait pour entrer sans effraction? Mais sauf que ils ont volé les produits, ils ont volé l'argent qui était dans la caisse, les ordinateurs, les chaussures. Je ne peux pas imaginer combien parce qu'il fallait faire un inventaire et tout. Donc j'arrive, la dame qui avait la clé de l'entrepôt arrive le matin. Elle dit elle voit pas son ordinateur et elle voit qu'on a volé l'argent dans la caisse. Je dis mais c'est bizarre, comment ça? Est-ce qu'on a cassé la porte? Elle me dit non. Est-ce qu'il y a une fenêtre, un machin qui est non? Donc pas de traces d'effraction. Je dis écoute, ne touche rien, j'appelle la police. Moi, dans ma tête, je voyais les experts de Miami, experts de machin, truc. Moi, j'étais sûr que les gars allaient débarquer avec les trucs genre pour prendre les empreintes, pour prendre... C'est que moi, j'étais dans mon film, quoi. Je voyais toutes les séries, là. J'étais sûr que non, c'est un petit problème. Avec les empreintes, on va savoir qui a fait. Le policier, il arrive, là. Il me dit, vraiment, je connais une dame, là, qui avait les balais, peut savoir qui a volé. J'ai dit, comment ça avait les balais? Elle me dit, non, tu sais qu'il y a les trucs des balais là, on traverse, toutes les employés doivent venir sauter, et puis le balai va attraper. Oh non! Qui a volé? Je lui demande, mais vous ne pouvez pas prendre les empreintes, machin, au niveau de la caisse, machin. Il dit, mais ma chérie, tu crois que tu es où là? Comment, en tant que chef d'entreprise, vous gérez du coup ce nouveau manque de confiance qui naît envers vos employés? C'était une grosse déception, mais après, ça fait partie du business. Tu dois te dire que forcément, tu vas être volé. On m'avait dit ça. Forcément, quand tu gères ce niveau de stock, il y aura forcément du vol, mais il faut pouvoir limiter. Mais après, tu peux virer personne parce que tu n'as pas de preuves. Ouais. C'est juste que le climat devient un peu tendu parce que tu sais plus à qui tu as confiance. J'ai fait changer toutes les serrures parce que s'il y a eu un vol sans effraction. Et le pire, c'est qu'il y a un gardien, mais le gardien aussi dit qu'il n'a vu personne. Ah, donc, du coup, tu ne comprends pas. Est-ce que c'est la magie? À un moment, tu dis que bon, peut-être le policier, là, finalement, fait l'histoire de balai, là. Je laisse peut-être... Oui, très bien. Donc là, on peut parler de comment vous êtes arrivé au Kenya. Alors, il faut dire que j'ai été très affectée par le Covid.
Le Covid a emporté des personnes qui étaient proches et ça m'a traumatisée. Ça m'a fait m'interroger sur l'essence même de ma vie. Je travaillais tellement beaucoup, je sortais de chez moi tous les jours avant 6h30 parce qu'il fallait fuir les embouteillages et je rentrais tous les soirs après 22h parce qu'il fallait laisser les embouteillages aussi passer. Ce qui fait que je n'avais pas vraiment de temps, je n'avais pas vraiment une vie de famille, je ne voyais pas mes enfants grandir. Je n'avais que le dimanche, et le dimanche, c'était le jour où je voulais dormir. C'est aussi pour ça que j'aimais voyager avec Wondershop, parce que ça m'évadait. Parce que là, quand j'ai arrêté Wondershop, que je me suis concentrée seulement sur mon agence, je travaillais tous les jours. Donc, quand le Covid est venu, je me suis dit, ah mais écoute, si on me dit maintenant que je vais mourir, comme les gens mouraient, tu peux être avec quelqu'un, une semaine après, on te dit, il a eu le Covid, il est mort. Je me suis dit, mais si je dois mourir dans une semaine, ou dans un an, est-ce que j'ai envie de continuer cette vie-ci? Non, je ne veux pas. Donc, j'en ai parlé à mon époux, je lui ai dit, écoute, il faut que je prenne un break, il faut que je m'arrête. Au départ, c'était 1 an. Je me suis dit, je vais prendre une année sabbatique, une année pour moi. Je pense que j'ai suffisamment d'économie pour pouvoir tenir 1 an sans travailler. Au pire des cas, je recommencerai à zéro parce que moi, j'ai jamais eu peur de recommencer. J'ai fait tellement d'échecs que bon, voilà, quoi. Je me suis toujours relevée. Donc, il a compris que, tu sais, chez nous, on n'a pas trop la culture de genre burn-out, dépression. On a l'impression que c'est des histoires de blancs, quoi. Oui. Donc, il comprenait pas exactement ce que je vivais, mais il m'a dit, écoute, si tu penses que c'est ce qu'il te faut, je te soutiens. Je vais essayer de pouvoir tenir. Mais par contre, ne me laisse pas les enfants. Parce qu'on a quand même 4 garçons. Je savais que je ne pouvais pas vivre en Europe parce que ce rythme de vie ça ne s'encadrait pas avec ma personnalité. J'ai eu à faire beaucoup de pays d'Afrique francophone, mais je n'avais pas vraiment fait l'Afrique anglophone, à part le Ghana. Il fallait trouver une école pour mes garçons. La chance, c'est qu'ils étaient dans le système Cambridge déjà. Et au Kenya, il y a beaucoup d'écoles Cambridge. Donc, je leur ai trouvé une école, mais pour moi, c'était vraiment un mode zen où je ne stresse pas, je profite de la vie. Et sans m'en rendre compte, l'année est terminée. Donc, du coup, mon mari me dit, bah, écoute, tu vis ta best life là, mais il est temps que tu reviennes. C'est là où je lui dis qu'écoute, ici c'est toi qui venais plus tôt. Même les garçons ne voulaient pas forcément repartir au Cameroun. Mais après, il y a quand même une boîte à faire fonctionner, une boîte qui a tellement d'années aujourd'hui, je ne sais pas exactement, presque 20 ans, je crois. Donc, il ne pouvait pas tout abandonner comme ça. Il m'a dit, écoute, on va essayer de voir. Toi, tu vas commencer à trouver des clients sur le Kenya. On va voir comment est-ce qu'on travaille à distance. Il va s'arranger à venir peut-être tous les 2-3 mois. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc, au bout de la première année, quand j'ai décidé de prolonger mon séjour au Kenya, comme toujours, mon esprit commerçant m'a rattrapé. Je me suis retrouvée au Kenya et beaucoup de gens me disaient, ah ouais, mais les sandales, c'est joli, l'artisanat d'Afrique de l'Est, c'est joli, pas seulement du Kenya, mais aussi du Rwanda, de Tanzanie, c'est joli. Et puis, je me suis dit, bah écoute, tant qu'à faire, on peut lancer un business. Moi, je vois tout en opportunité, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai lancé une marque. Et puis, comme je dis, j'aime beaucoup les artistes et les artisans, donc j'ai cette fibre-là. Puis, je leur ai dit, écoutez, moi, je vais essayer de vous trouver des acheteurs hors du Kenya parce que c'est réducteur de vouloir seulement vendre au Kenya. Je suis allée sur une plateforme qui s'appelle Africrea. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Bon, aujourd'hui, c'est Anka. Ça a changé de nom. Aujourd'hui, c'est Anka. Donc, j'ai souscrit un abonnement sur Anka. J'ai vu qu'il y avait plein de vendeurs, d'artisans et tout. Je suis allée sur Etsy aussi. J'ai contacté tout le monde, comme d'habitude. Bref, tous ceux qui rentraient dans ce que je voulais faire, je les ai contactés en disant, écoutez, moi, je suis au Kenya, mais je peux couvrir toute l'Afrique de l'Est. Si vous avez besoin de produits handmade, que ce soit au Kenya, en Tanzanie, au Rwanda, en fonction des spécificités, je peux être votre intermédiaire pour pouvoir m'occuper de la production, faire le contrôle qualité et gérer l'expédition. Donc, c'est comme ça que j'ai pu contacter plein de créateurs ou de propriétaires de boutiques d'art sur Africrea et sur Etsy. Et j'ai commencé à être pas forcément leur fournisseur parce que ils n'achetaient pas seulement les produits de ma marque Zawadi, mais souvent ils me commandaient des choses qui n'avaient rien à voir, mais je m'occupais de la production. Ok, très bien. J'ai lancé une marque, un modèle de chaussures Zawadi, là, 3 en 1. Parce que je m'étais rendu compte les sandales kenyanes, beaucoup de gens aiment les sandales du Kenya, en cuir avec les perles et tout. Mais je me suis rendu compte que moi-même, j'avais 10 paires. Mais j'avais 10 paires, pas parce que je voulais porter 10 paires, mais à cause de 10 designs différents. C'est là où je me suis dit comme non, mais en fait, on peut avoir la même sandale, la même base, mais juste avoir des clips qui changent, quoi.
Donc, c'est comme ça que j'ai dessiné le produit. Et puis, j'ai fait cette sandale, mais qui a eu un succès mais Vous incroyable. l'avez faite vous-même ou vous avez trouvé quelqu'un pour vous la concevoir et puis pour vous Non, je sais pas faire des chaussures, donc j'ai travaillé avec les artisans, mais j'ai conçu le produit. Donc, Comment j'ai vous avez conçu le repéré produit. ces artisans? Concrètement, si quelqu'un À veut... force de marcher, parce que comme je marchais beaucoup, je faisais beaucoup de visites de marché, de foires et tout. Donc, Ok. c'est pas le plus dur. Quand on a le temps, on tombe facilement sur des bonnes personnes avec les bonnes finitions. Et comme je travaillais pendant longtemps avec des gens en Espagne et en Allemagne, je les ai contactés pour dire, écoutez, j'ai besoin d'avoir une semelle orthopédique parce que si c'est une sandale qui va être portée longtemps et plusieurs fois, il faut être sûr que c'est confortable. Donc, recommandez-moi à vos fournisseurs qui peuvent m'assurer du confort de la sandale. Donc, c'est grâce aux connexions que j'avais eues avec Wanda Shop que j'ai pu avoir un bon fournisseur de la semelle orthopédique. Mais tout le travail du cuir et du handmade est fait au Kenya. Ok, parfait. Peut-être tu fais la transition du coup sur le Kenya for You. Yes, du coup, comment vous êtes arrivé à créer Kenya for You, qui, si j'ai bien compris, le but est d'aider et de faciliter les démarches de personnes souhaitant s'installer au Kenya. Sans le vouloir, le fait d'être au Kenya fait en sorte que ma famille vienne régulièrement, mes amis viennent me rendre visite, et je me suis rendu compte de la méconnaissance que les francophones ont du Kenya, parce qu'ils étaient toujours tellement émerveillés. Mais après, quand je me demandais pourquoi vous êtes aussi surpris, je dis que non, en fait, on s'imaginait pas que le Kenya était comme ça. Finalement, on est tous un peu chauvins et on s'imagine que le continent camerounais, le continent, mais en fait, c'est dans la bouche, quoi. J'ai commencé à organiser pour les amis de mes amis des circuits de voyage sur mesure, mais de façon bénévole. Hein. Je n'avais pas pensé à en faire un business. Je dis c'est trop périodique parce qu'en général, les congés, ils vont venir juillet, août, là, ils vont peut-être venir en décembre, mais le reste de l'année, je ne fais pas un business sur un truc comme ça. Mais après, quand mes parents sont venus au Kenya pour faire des check-up. Ma mère, elle s'est fait une opération de la cataracte, mon père s'est fait une opération de la prostate, ça s'est super bien passé. Et quand ils sont rentrés, qu'ils en ont parlé autour d'eux, ils ont eu plein de gens qui leur ont demandé, ah mais est-ce que ta fille aussi peut pas nous organiser des opérations? Depuis, on veut se faire opérer, mais on a peur parce que on a appris que tel a fait après les morts, on a appris, bref, tous les problèmes qu'il y a souvent lors des opérations, des interventions chirurgicales. Et même le gros déclic, c'est quand j'ai un tonton qui est docteur, gynécologue, de l'âge de mon père, dans 70 ans à peu près, qui me dit qu'il veut venir se faire opérer la prostate au Kenya. Je dis, mais tonton, tu es docteur, comment tu peux venir? Donc, tu veux dire qu'au Cameroun, là, il n'y a pas un seul hôpital où tu peux faire ton opération, tu n'as pas confiance à tes collègues? Il me dit, non, le problème, c'est pas mes collègues. Le problème, c'est le plateau technique. Tu peux arriver au mauvais moment, au mauvais jour, il y a une coupure d'électricité, le groupe électrogène ne prend pas. Entre-temps, tu es là sur la table d'opération et tout, donc il ne veut pas prendre de risques. Donc, c'est comme ça que de plus en plus, j'ai été sollicitée pour organiser les voyages, pour faire les check-ups, pour se faire opérer. J'ai des gens qui m'ont contacté pour dire, est-ce que tu peux nous aider à faire des inscriptions dans les universités pour mes enfants? Avoir le visa pour l'Europe, c'est de plus en plus compliqué. On voit qu'il y a de bonnes universités au Kenya. Mais un jour, je me suis dit, non, finalement, ça me prend beaucoup de temps de faire ça. Peut-être il faut que je structure et que j'en fasse un business. Et après, il est venu aussi par hasard l'investissement immobilier. Parce que j'ai une copine qui travaille en Jordanie, qui m'appelle, elle me dit, écoute, je suis en train de vouloir acheter un appartement au Kenya. Est-ce que tu peux aller faire une visite juste pour te rassurer que ce qu'on m'a envoyé comme vidéo, c'est vraiment ça? Je lui dis, ok, pas de souci. Donc, mais vraiment, de façon toujours désintéressée, je vais voir son agent immobilier, je fais les visites. Et puis, c'est là où je le déclic. Je me rends compte que, mais en fait, c'est hyper accessible si on compare les coûts d'acquisition d'appartements, par exemple, avec la Côte d'Ivoire, avec le Sénégal, avec Dubaï. Je ne veux même pas parler du Cameroun. Donc, c'est vraiment super intéressant. Le retour sur investissement est beaucoup plus court. La valeur ajoutée, la plus-value, plus intéressante. Le marché est super dynamique. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des clients que j'accompagnais dans les investissements immobiliers. Mais tout est parti vraiment. Je ne me suis jamais assise là, ou je n'ai jamais fait une retraite spirituelle pour dire, ouais, il faut que je pense un business. C'est quoi le business? Tout est toujours venu vraiment à moi parce que je me suis toujours ouverte aussi. Ici, à Nairobi, il y a de plus en plus de repatres qui viennent. Autant j'avais du mal à comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un qui avait une belle carrière en France, quand il décide de rentrer en Afrique, ne rentre pas dans son pays d'origine. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup veulent rester dans un univers où ils savent qu'ils peuvent évoluer. Parce qu'on aime tous nos pays. Mais souvent, l'amour seul ne suffit pas, j'ai envie de dire. Souvent, l'amour seul ne suffit pas. Et souvent, ça épuise de vouloir faire tellement d'efforts parce qu'on veut faire développer ou avancer des choses, mais on n'est pas dans le bon environnement. Donc, le problème, c'est pas nous, mais c'est tout l'écosystème.
Le retour sur le continent ne doit pas forcément se faire uniquement dans son pays d'origine. Idéalement, c'est bien, mais souvent, ça vaut même la peine d'être un peu loin des siens aussi, quoi, pour avoir sa paix intérieure. Et il y a autre chose aussi, il faut savoir, vous les jeunes là, je dis, il faut profiter de votre jeunesse pour vous tromper. Parce que autant avec quand on est déjà dans la quarantaine, on a la pression de l'âge, on se disant qu'un non, mais si je mets toutes mes économies dans ce truc, que ça foire, est-ce que j'aurai encore l'énergie de repartir à zéro et tout. Mais quand vous êtes dans la vingtaine, dans la trentaine, lancez-vous, trompez-vous, apprenez, retenez, réajustez. Très bien, et on va conclure. Et donc, merci pour cet échange. Si on souhaite vous suivre par la suite et un peu suivre votre évolution, comment rester en contact avec vous? Alors, sur LinkedIn, je réponds systématiquement à tous ceux qui m'écrivent. Vous pouvez aussi m'écrire à mon adresse personnelle anaïs@kenya4you.com. Je crois que vous pouvez mettre ça dans le descriptif ou en sous-titrage. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, de vous assister dans la mesure du possible. Ok, Super. bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était génial. Pour le montage là, ça donne énormément d'idées. Merci beaucoup. Et je vous en prie.